Cet après-midi, je vous raconte une femme qui s'est travestie durant toute sa vie pour pouvoir faire le métier dont elle rêvait. Ou la véritable histoire de James Barry, la première femme médecin sous des habits d'homme. Comment James Barry s'est-elle imposée comme l'un des médecins les plus compétents de son temps? Pourquoi les femmes ont-elles été exclues de l'exercice de la médecine? Et dans quelle mesure la profession s'est-elle féminisée? Europe 15h, 16h, historiquement vôtre.1, le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 25 juillet 1865 au cœur de Londres, plus précisément au 14 Margaret Street, le domicile du Dr James Barry. C'est là, chez lui, que ce brillant chirurgien des armées coloniales et inspecteur général des hôpitaux militaires de Grande-Bretagne vient de rendre l'âme. Celui qui n'a cessé de prendre des mesures d'hygiène pour protéger les soldats, mais aussi les habitants d'Afrique du Sud, d'Inde, de Jamaïque, de l'île Maurice, du Canada, meurt à 71 ans, le corps affaibli par une vie tumultueuse dans les colonies britanniques. Cela faisait maintenant 6 ans que le docteur Barry était revenu du Canada et avait pris sa retraite de l'armée après 46 ans de bons et loyaux services. C'est son médecin, le docteur William McKinnon, qui constate son décès par mort naturelle. Ces derniers mois, le docteur Barry avait accumulé bronchites et diarrhées et l'épidémie de dysenterie qui fait alors rage à Londres l'a emporté en quelques heures. Le docteur McKinnon signe donc le certificat de décès sans sourciller et dit au revoir à son ancien compagnon de route des Indes occidentales. Sophia Bishop, l'employée de maison du docteur James Barry, se charge de préparer le corps de son patron avant sa mise en bière. Comme elle ne travaille pour lui que depuis quelques mois, elle ne sait pas que le docteur Barry a strictement interdit qu'on touche à son corps après sa mort, souhaitant être, selon ses mots, enterré dans ses draps sans aucune inspection de sa personne. Une pudeur que tous ses employés ont constatée de son vivant. Le docteur Barry ne supportait pas qu'on le surprenne en train de s'habiller, ce qui finissait toujours en volées de bois vert et insultes dignes du capitaine Haddock. Vous l'aurez compris, le docteur James Barry n'était pas un homme facile. Mais lorsque Sophia Bishop ôte le pantalon du chirurgien mort pour faire sa toilette, elle pousse un cri d'étonnement. Le docteur Barry est sans aucun doute possible une femme. Prise de panique, elle ne révèle pas tout de suite cette incroyable découverte. Après avoir reçu les honneurs militaires et pour éviter toute contamination, on enterre rapidement le docteur Barry au cimetière de Kensal Green. Mais l'employé de maison ne peut tenir sa langue bien longtemps et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans les journaux. Les autorités militaires, outrées d'avoir été dupées par un travesti, tentent d'étouffer l'affaire et mettent sous scellé tous ses papiers personnels et ses documents d'état civil pour une durée de 100 ans. Ce n'est donc qu'à la fin des années 1950 que les historiens se plongent dans ces archives et confirment que le docteur James Barry s'appelait en réalité Margaret Bulkeley. Remontons aux origines. Le mercredi 29 novembre 1809 à Londres, Margaret Anne Bulkeley, une jeune femme irlandaise catholique de 20 ans, jolie rousse aux traits fins, s'apprête à effacer pour l'éternité son identité d'origine pour devenir James Miranda Barry, un jeune homme distingué et sûr de lui. Avec cette nouvelle identité, Margaret va enfin pouvoir devenir étudiant en médecine dans la prestigieuse université d'Édimbourg, alors interdite aux femmes. Ce plan, digne d'une superproduction hollywoodienne, est né 3 ans plus tôt, en 1806, lorsque Margaret et sa mère quittent la ville de Cork, en Irlande, pour venir s'installer à Londres. Margaret laisse derrière elle un père en prison pour dette et un frère qui a dilapidé tout ce qui restait de l'argent familial. À Londres, la mère de Margaret vient d'hériter de son frère, le célèbre peintre anglais James Barry, qui vient de mourir. Et les amis de ce peintre, des intellectuels puissants et pétris par les idées des Lumières, vont prendre la jeune fille sous leur aile, avec une idée insensée. Faire de la jeune Margaret la première femme médecin de Grande-Bretagne en l'instruisant et en la déguisant en homme. Pendant 3 ans, avec l'aide du général Francisco de la Miranda, qui soutient ce plan, Margaret dévore les ouvrages de Shakespeare, Pétrarque, Newton, Bentham, sans oublier les écrits féministes de Mary Wollstonecraft, qui s'insurge contre le rôle d'animal de compagnie qu'on assigne alors aux femmes de son temps. En 1809, le petit groupe de conspirateurs affuble donc Margaret du nom de son oncle défunt. Elle s'appellera désormais James Barry
fils d'un frère fictif de sa mère qui devient instantanément sa tante. Voilà pour la superproduction cinématographique. Ce mercredi 29 novembre 1809 donc, celui qu'on appelle désormais James Barrie embarque pour Édimbourg avec sa nouvelle tante. Leurs puissants protecteurs leur ont réservé un logement dans la capitale écossaise. Tout est prévu pour accueillir l'étudiant James Barrie qui est officiellement inscrit à l'école de médecine. Sur le pont du bateau, les passagers aperçoivent donc un jeune homme roux aux cheveux courts. Il a l'air d'un dandy un peu efféminé, naturellement sans les rouflaquettes à la mode à cette époque. Toujours l'air coincé, un tantinet arrogant, il porte désormais un uniforme rouge avec des bottes à l'hongroise qui lui montent jusqu'aux genoux. Et pour compenser sa faible carrure, il se grandit en se tenant droit et raide comme un coq dans une basse-cour. Seuls les bandages qui lui écrasent la poitrine lui rappellent sa condition de femme, et lorsqu'il arrive à Édimbourg, le lundi 4 décembre 1809, il s'apprête donc à jouer le rôle de sa vie. L'école de médecine de l'université d'Édimbourg est l'une des plus prestigieuses au monde, et le cursus d'un médecin de l'époque ne dure que 3 ans. James travaille dur, jusqu'à 18 heures par jour, et partage son temps entre les cours d'anatomie, d'obstétrique, de pharmacologie, de botanique, mais aussi de grec et de philosophie naturelle. C'est un bourreau de travail et très vite, il trouve la bonne distance avec cette société de jeunes hommes virils, bruyants et querelleurs qui partagent les arts virils de la beuverie et du rôt, de la boxe à main nue et des maisons closes, pour reprendre la jolie formule de Ellen G. Levy, l'autrice américaine du médecin de Cape Town. Pourtant, un jour, un étudiant canadien bâti comme une montagne se moque de sa petite voix au perché. L'occasion pour James de montrer qu'il n'a peur de rien. Il lui assène 2 coups de poing au visage. Il est heureusement sauvé d'une défaite certaine par un autre étudiant, John Jobson, qui s'interpose car il a vu en lui, raconte Ellen G. Levy, un frêle garçon irlandais qu'il voulut protéger comme il l'aurait fait pour un étourneau, un écureuil ou un lapin blessé. Ce Jobson, avec qui il est devenu très ami, veut lui apprendre à se défendre et lui parle de son idole, Jem Belcher, le Mike Tyson de l'époque. Jobson mime une droite, une gauche, mais James Barrie ne se défend pas et ne frappe jamais, gardant ses avant-bras au-dessus de sa poitrine. Et pour cause, il a peur que le bandage cachant sa poitrine ne cède. En juillet 1812, James réussit brillamment ses examens et passe sa thèse en latin sur les hernies crurales, qui touchent surtout les femmes. Mais les rumeurs courent qu'il n'aurait que 12 ans. Sa peau de bébé, naturellement imberbe, le fait passer pour un prépubère. Peu importe, il rentre à Londres officiellement comme le docteur James Barrie, mais déjà en secret, première femme médecin de Grande-Bretagne. Sur sa lancée, il obtient le vendredi 2 juillet 1813 son diplôme de chirurgien après 1 an d'études au Collège royal de chirurgie. C'est un véritable tour de force que vient d'accomplir le docteur James Barrie. Dans son fort intérieur, il se rappelle la lettre prémonitoire qu'il a écrite en 1808 à son frère John, qui avait alors rejoint l'armée. « Si je n'étais pas une fille, je serais un soldat ». Le docteur Barrie foule les terres de la ville devenue colonie anglaise du Cap, en Afrique du Sud, en août 1816 comme chirurgien militaire. Cela fait maintenant 3 ans qu'il est entré dans l'armée comme assistant chirurgien, réalisant son rêve secret. Et sa réputation d'excellent médecin a déjà fait le tour de la colonie avant son arrivée. Habillé de sa tenue militaire rouge flamboyante, l'épée autour de la taille, le jeune Dr Barrie, pourtant âgé de 26 ans, a encore ce visage poupon naturellement imberbe qui le fait passer pour plus jeune que son âge. Bardé de ses lettres de recommandation, de tous ses titres de médecin et de chirurgien, il est accueilli dès son arrivée par le gouverneur Lord Charles Somerset dans sa somptueuse demeure coloniale du Cap. Là-bas, l'air est pur et mélangé des embruns de l'océan, de l'odeur douce des frangipaniers et des citronniers. Le gouverneur Somerset, aristocrate anglais dans toute sa splendeur, n'a pas laissé le temps au nouveau médecin de la colonie de s'installer car sa fille Georgiana est très malade. Il lui a dit que le docteur Barrie est un phénomène et qu'il pourrait sûrement guérir sa fille. Barrie ausculte avec assurance et empathie la malheureuse qui semble prostrée. En effet, son pouls est très faible. Son premier réflexe est de lui enlever cette fiole de laudanum, de l'opium, qu'il qualifie de poison surtout aux doses administrées. Tous les apothicaires en prennent pour leur grade, ils les traitent d'assassins, d'empoisonneurs et jettent ce soi-disant remède à la poubelle. Puis porté par les idées hygiénistes de son temps, il ouvre grand les fenêtres de sa chambre, fait changer ses draps et laver toute la pièce. Il s'assoit finalement, raide comme un piquet dans sa tenue militaire,
pour prescrire à la jeune fille des bains très chauds infusés avec des plantes du jardin, gingembre, eucalyptus, menthe et camphre, pour lui libérer les bronches. Le lendemain, elle va déjà beaucoup mieux, puis se trouve rétablie en quelques jours. Le gouverneur voit instantanément dans le docteur Berry son sauveur. Sa réputation et son anticonformisme vont très vite faire le tour de la communauté du Cap. Le gouverneur séduit, en fait rapidement son médecin personnel. Un rapprochement qui fait déjà jaser la petite cour coloniale du Cap, notamment dans les bals ou les dîners organisés à la résidence du gouverneur. En janvier 1817, le secrétaire personnel de l'empereur Napoléon, le comte Emmanuel de Lascaz, alors emprisonné dans le fort du Cap, demande à voir un médecin. L'empereur est toujours prisonnier des Anglais, à Longwood, sur l'île de Sainte-Hélène, mais on l'a séparé de Lascaz, soupçonné de préparer un mauvais coup. Lorsque le docteur Berry rentre dans sa cellule, accompagné d'un soldat, le comte le décrit comme un enfant de 18 ans, avec toutes les formes, les manières et la voix d'une femme. Comme toujours, le caractère bien trempé du petit génie, son assurance et son autorité naturelle compensent très vite son impression d'extrême jeunesse et de féminité. Le comte l'a fait venir pour ausculter son fils de 15 ans qui l'accompagne. Le docteur Berry tente de rassurer l'adolescent avec une grande empathie et hurle au gardien son dégoût de voir des prisonniers traités comme des chiens. Puis il exige, toujours en hurlant, qu'on nettoie les cellules, qu'on les nourrisse tous les jours avec de la viande, des légumes et du vin, et ordonne qu'ils puissent faire de l'exercice. Très vite, l'état du jeune homme s'améliore et la réputation du désormais célèbre docteur Berry grandit encore. Les rumeurs courent au Cap que le gouverneur entretient une liaison homosexuelle avec le docteur Berry. Lord Somerset a-t-il découvert son incroyable secret ? C'est une possible romance qui s'est nouée entre un aristocrate d'une grande beauté et une femme anticonformiste, déguisée en homme. Un jour de 1820, alors que le docteur Berry passe à l'improviste, il surprend une femme hollandaise rentrée dans les appartements du gouverneur. Son aide de camp, Josiah de Cloet, lui interdit de le déranger, ce qui fait dire au docteur Berry, pris en flagrant délit de jalousie, c'est une jolie pouliche hollandaise que le gouverneur a dégotée. Josias lui-même, d'origine hollandaise, le traite de sale mufle. Berry, belliqueux, s'approche de lui et exige immédiatement un duel au pistolet. Un comportement fou, sachant qu'il ne maîtrise absolument pas le tir, à l'inverse de son adversaire. Le gouverneur n'arrive pas à le calmer et le duel se déroule le jour prévu à l'aube dans une clairière levée dans la baie du Cap, juste en face de l'imposante montagne de la Table. Devant témoins et en présence d'une flopée d'officiers, le docteur Berry s'en sort légèrement blessé à la jambe et aurait gagné le duel en faisant voler le chapeau de Josias. En réalité, il est probable que Josias n'ait pas voulu le tuer, ce qu'il aurait pu faire. Cet épisode se termine bien puisque les deux hommes deviendront finalement les meilleurs amis du monde, mais le docteur Berry n'a que des amis au Cap. La colonie du Cap ronronne en cette matinée du 18 mars 1822. L'air est frais, le docteur Berry, comme à son habitude, se dirige vers le café de Miss Saunders, sur l'avenue principale de la ville. Il va y déguster son café et 2 petits pains au sucre. Son caniche, une petite boule de poils blanches nommée Psyché, n'attend que la friandise que lui donne chaque matin Miss Saunders. Et sur le chemin, le docteur Berry se fait arrêter par un envoyé du gouverneur chargé de lui remettre une lettre scellée avec le cachet en cire du bureau colonial. Elle est datée du jour même et en l'ouvrant, il découvre que le gouverneur Somerset le nomme inspecteur médical de la colonie du Cap et avec un salaire annuel de ministre, pour ne rien gâcher. Il faut dire que sa réputation est désormais légendaire là-bas. Non seulement le docteur Berry a sauvé la fille du gouverneur à son arrivée en 1816, mais il a également tiré d'affaire le gouverneur lui-même en septembre 1818, alors qu'il souffrait du typhus. Et malgré ses accès de colère, tous les bourgeois du Cap se l'arrachent. Avec cette nomination, le docteur James Berry est devenu d'un seul coup ce qu'on pourrait appeler une sorte de ministre de la Santé. Il va enfin pouvoir agir à un autre niveau, améliorer par des réformes importantes la condition des malades, des lépreux, des prisonniers, des soldats et des indigènes qu'il soignera durant toute sa vie gratuitement. Comme l'explique Rachel Holmes, autrice de La vie secrète de James Berry, ces prises de position publique contre la cruauté infligée aux esclaves et la défense de leur droit à être soignés lui font gagner la confiance des progressistes et des abolitionnistes. Ces premières mesures qu'il avait déjà initiées avec l'aide du gouverneur sont des lois de quarantaine. En effet, il veut éviter à tout prix que les bateaux revenant des Indes ne diffusent le choléra et la dysenterie dans toute la colonie. Puis à l'hôpital Somerset, qu'il visite à plusieurs reprises,
Il constate que des chiens, chats, cochons, dindes et pigeons sont aussi nombreux que les malades européens, les esclaves et les indigents. Les salles sont bondées, c'est une véritable cour des miracles dans laquelle on prétend soigner la dysenterie, le choléra, la variole, la rougeole, la coqueluche ou encore la syphilis. Le docteur Berry exige qu'on nettoie tout et ordonne qu'on sépare les malades contagieux des autres patients. Mais surtout, bien avant la célèbre infirmière anglaise Florence Nightingale, il organise l'hôpital avec une équipe soignante qui a désormais pour mission de prendre soin du malade dans sa globalité entre les soins, l'hygiène et une alimentation saine. Le docteur Berry croisera d'ailleurs Nightingale en Crimée un quart de siècle plus tard, en 1853, et la célèbre infirmière dira de lui qu'il était la créature la plus dure qu'elle n'ait jamais rencontrée, parlant de lui comme d'une véritable brute. Pourtant, si le docteur Berry peut se montrer autoritaire et colérique vis-à-vis des puissants, il fait preuve à l'inverse d'une incroyable empathie pour tous ses patients, quelle que soit leur origine, leur milieu social ou leur âge. Il améliore le sort des lépreux, coordonne les campagnes de vaccination contre la variole, réorganise les hôpitaux, les asiles et les prisons et fait construire un réseau d'eau potable dans la colonie du Cap. Dès sa domination comme inspecteur médical, il repart en croisade contre les apothicaires, ceux qu'il traitait d'empoisonneurs. L'arsenic et l'opium doivent être utilisés avec précaution. Et le 26 septembre 1823, il fait voter une loi qui interdit à tous ceux qui ne sont pas diplômés en Europe de vendre leurs remèdes. Évidemment, il se met à dos tous les marchands de la colonie qui se plaignent au gouverneur. Mais le docteur Berry est obstiné, têtu et colérique, car il en est sûr, ces remèdes tuent plus qu'ils ne sauvent de vie. Le gouverneur tente de faire preuve de diplomatie et de calmer l'impétueux docteur Berry. Un témoin racontera avoir vu le gouverneur dans ses salons privés saisir, je cite, de son bras robuste le petit homme qui se trouvait près de la fenêtre et de suspendre le chirurgien hurlant au-dessus du parterre d'Hortensia jusqu'à ce que ce dernier le supplie de le reposer à terre. Le gouverneur, malgré toute l'admiration qu'il lui porte, ne peut plus le couvrir et fin 1825, il se trouve contraint de le révoquer de ses fonctions d'inspecteur médical de la colonie. Non seulement le docteur Berry s'est mis à dos une partie des Anglais de la colonie, mais le gouverneur et lui sont accusés de pratiques homosexuelles. En effet, le 1er juin 1824, toute la ville a pu lire un placard collé en plein milieu de la ville du Cap qui disait ceci: « Une personne vivant à Newlands, la résidence du gouverneur, fait savoir au pouvoir public qu'elle a vu à 5 reprises Lord Charles sodomiser le docteur Berry. » À l'époque, la sodomie est punie de la peine capitale. C'est une affaire sérieuse qui précipite aussi le départ de Lord Somerset, rappelé à Londres en mars 1826. Désormais, le docteur Berry n'est plus qu'un simple médecin et chirurgien du Cap, sans son principal protecteur. C'est pourtant à ce moment-là qu'il va réaliser une véritable prouesse médicale. Nous sommes le 25 juillet 1826, en plein milieu de l'hiver austral, et les nuits sont encore pluvieuses et venteuses. Pourtant, cette nuit-là va marquer la carrière du docteur Berry. L'épouse d'un riche marchand de tabac, Madame Wilhelmine à Munich, est en train de mourir en couche. Lorsque le docteur Berry arrive à Wynberg, à 14 km du Cap, il examine rapidement la pauvre femme à la lueur des lampes à huile. Le bébé se présentant par le siège, il explique au mari que seule la solution d'ouvrir le ventre pourrait sauver le bébé ou la mère. Mais si on ne fait rien, ce sont les deux qui mourront. La décision est donc prise d'ouvrir le ventre de la mère sans anesthésie. Un bon rhum jamaïcain fera l'affaire. Après avoir lavé ses instruments à l'eau chaude et au savon, le docteur Berry prend son scalpel et ouvre le ventre de la parturiente. Elle évite le muscle grand droit et voit enfin apparaître la poche rose vif de la paroi utérine qu'elle entaille avec précaution. Elle libère le bébé des entrailles de la pauvre mère dont le visage gris ressemble à un masque mortuaire. Personne n'en croit ses yeux. Le bébé se met à hurler et la mère est toujours vivante. Toute l'assemblée crie au miracle. Très vite, la presse relate l'événement dont les échos font bientôt le tour du monde. Le père du bébé, Thomas Munich, va baptiser son fils James Berry Munich en hommage à son sauveur. Car le docteur Berry, cette nuit-là, vient de conforter sa légende en réalisant un acte chirurgical considéré comme impossible à réaliser. C'est la première césarienne réussie dans l'Empire britannique et l'une des toutes premières au monde. Le docteur Berry, véritable globe-trotteur, continue sa carrière dans l'Empire britannique jusqu'à sa retraite en 1859, sans jamais révéler qu'il était une femme.
une prouesse incroyable et une force de caractère hors du commun qui font écho à la jolie formule de Stendhal, écrite en 1822 et qui résume toute l'époque. D'après le système actuel de l'éducation des jeunes filles, tous les génies qui naissent femmes sont perdus pour le bonheur du public. Europe 1, historiquement vôtre. Professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, merci d'être resté avec nous sur Europe 1. Le docteur James Berry, de son véritable nom Margaret Bulkley, c'est l'une des sœurs d'Hippocrate dont vous racontez le destin dans un livre éponyme paru aux éditions des Arènes. Que vous inspire son parcours ? Il m'inspire que le grand désir d'être médecin est une force considérable. Quelqu'un l'a précédé quand même dans l'histoire, puisqu'il y a une certaine Agnodis, 3 siècles avant Jésus-Christ, qui voulait aussi devenir médecin et qui a dû se déguiser en homme. Autrement dit, la seule possibilité du fait de la société du 19e siècle, c'est que on est obligé de se déguiser en homme pour devenir médecin, ce qui est quand même incroyable. Je viens de raconter la césarienne que James Berry a opérée en 1826, il y a presque 200 ans. C'est la première césarienne réussie dans l'Empire britannique et l'une des toutes premières au monde. Ça reste son fait de gloire, si je puis m'exprimer ainsi. C'était, il faut bien le dire, une opération peut-être plus que délicate, non ? C'est toujours une opération délicate. La césarienne, c'est la seule fois où le chirurgien a 2 vies entre ses mains, en même temps. Donc ça reste une opération délicate encore aujourd'hui. Mais à l'époque, évidemment, surtout qu'il n'y a pas encore d'anesthésie, vous imaginez quelle gravité tout cela, sur quoi repose. Enfin, les premières césariennes faites sont quand même faites, disons, à peu près au XVIe siècle. Mais ce sont toujours des cas extrêmement isolés. Là, véritablement, c'est la première qui est faite dans l'Empire britannique. Et c'est tout à la gloire, bien entendu, de James Berry. Au XIXe siècle, si elle n'avait pas pris l'apparence et l'identité d'un homme, Margaret Bulkley n'aurait pas pu exercer le métier de médecin, chirurgien même, dont elle rêvait. Quel préjugé sexiste imprégné la société concernant la possibilité pour une femme d'exercer la médecine, professeur ? Eh bien, d'une façon générale, on considérait que les femmes n'étaient pas faites pour un métier aussi difficile, nécessitant de prendre des décisions, que leur formation était insuffisante, ce qui, en l'occurrence, n'était pas toujours faux, parce que la formation secondaire des jeunes filles au XVIIIe ou au XIXe siècle est quand même relativement faible. Mais certaines, bien entendu, qui avaient eu des précepteurs en particulier, avaient le niveau sur le plan culture générale suffisant pour devenir médecin, avaient le bagage en latin et en grec pour le devenir, mais bien entendu, c'était surtout la question qui choquait les hommes, c'était comment une femme peut-elle se comporter devant l'absence de pudeur que nécessite quelque part la médecine, devant l'esprit de décision, de côté sanglant d'un certain nombre d'actes. Tout ceci disait que les femmes ne pouvaient pas envisager de devenir médecin. Qu'est-ce que James Berry, si elle avait exercé sous son vrai nom, soit le nom de Margaret Bulkley, aurait inspiré à ses contemporains ? Vraisemblablement une certaine répulsion, sauf vraisemblablement dans le monde des accouchements, où les femmes ont toujours, depuis Hippocrate, où les femmes ont toujours été considérées comme les bienvenues, parce que sous-entendu, l'accouchement c'était le domaine des femmes. Mais par exemple, imaginez au XIXe siècle une femme en train d'examiner un homme. Ça apparaît, surtout dans le côté très rigoriste du XIXe siècle, ça apparaît comme une horreur absolue. Donc ça n'est pas possible. Dans l'esprit des gens, ça n'est pas possible. Il va falloir attendre presque la fin du XIXe siècle pour qu'en France, en Angleterre aussi d'ailleurs, eh bien, on accepte, et avec des difficultés considérables, les femmes dans les facultés de médecine. En Angleterre, en quelle année les femmes sont-elles autorisées à gagner les bancs de la faculté de médecine, et en France ? Je crois que la première, c'est à peu près à la même date. En Angleterre, ça doit être Elizabeth Anderson et Elizabeth Blackwell qui revient des États-Unis pour avoir son diplôme en Angleterre. Nous sommes dans les années 1866 à peu près. Et en France, Madeleine Brès, qui est la première femme qui devient médecin, nous sommes en 1870-75. Oui. La première femme en France, c'est Madeleine Brès, oui, qui accède aux études de médecine en 1868, aidée, semble-t-il, par l'impératrice Eugénie, qui, elle, était très féministe.
Ben, c'est un coup de chance absolument incroyable parce que il faut passer par le Conseil des ministres pour faire accepter Madeleine Bress à la faculté de médecine. Or, il y a, si quand même, honnêtement, le ministre de l'Éducation nationale était pour que les jeunes filles aillent à la faculté. Mais la plupart des autres hommes étaient contre. C'était très très général. Or, ce jour-là, incroyable, Napoléon III, l'empereur, qui devait présider le Conseil des ministres, ne peut pas et demande à son épouse, Eugénie, de présider le Conseil. Et quand Eugénie entend la discussion, elle prend parti pour Madeleine Bress et elle va peser de tout son poids, mais en prenant vraiment des arguments, en revenant aux lois qu'avait fait voter Napoléon Bonaparte, en disant où est-il écrit que les femmes n'ont pas le droit de s'inscrire à la faculté de médecine. Donc, véritablement, elle va emporter le morceau, comme on dit, et c'est un peu grâce à l'impératrice que Madeleine va pouvoir s'inscrire à la faculté. Euh, Professeur Fabiani Salman, dans votre ouvrage Les Sœurs d'Hippocrate, vous relatez donc le parcours d'une vingtaine de femmes médecins à travers l'histoire. Alors, on parlait d'Elizabeth Blackwell, il y a Madeleine Bress, il y a Caroline Hampton, il y a Suzanne Noël, Bien sûr. Rosalind Franklin, Marthe Gauthier. Quel est le point commun de toutes ces femmes au-delà d'être des femmes, justement? Alors, bien entendu, être des femmes, d'une part, subissant donc Les préjugés de les leur temps. préjugés de leur temps, avec tout de même en filigrane quelque chose qui est fondamental, c'est que apparaît presque depuis le néolithique le fait que la médecine c'est un pouvoir. Certes, les femmes de Néandertal, vraisemblablement, étaient déjà des guérisseuses. Mais les hommes ont rapidement compris que le fait de communiquer avec les dieux, d'une part, et ensuite avoir la possibilité de guérir, était un pouvoir considérable en termes de pouvoir politique, mais aussi de pouvoir monétaire. Et à partir des sociétés de l'Antiquité, tous les médecins deviennent des prêtres. Et donc, ils gardent ce pouvoir et ils vont éliminer les femmes qui pourtant seraient plutôt, ne serait-ce que par leur compassion naturelle, plus douées qu'eux pour soigner les gens. Ils vont essayer de les éliminer de la sphère des soins, en quelque sorte. Votre livre s'ouvre ainsi. Si l'on cherche les femmes qui ont laissé leur nom dans l'histoire de la médecine, le compte peut sembler vite fait. Les doigts des deux mains suffisent presque. Pourtant, les femmes ont toujours pratiqué la médecine. Alors, Jean-Noël Fabiani Salman, à quand remontent les premières traces laissées par des femmes médecins? Elle remonte à Néandertal, 40 000 avant Jésus-Christ. Il y a, à côté de squelettes de femmes néandertaliennes, on retrouve des poches faites en peau de loutre. Pourquoi en peau de loutre? Parce qu'elles sont imperméables, avec à l'intérieur des petits godets qui ont été manifestement cousus, et ces petits godets contiennent encore des graines. Alors certaines n'ont pas de grandes prétentions thérapeutiques, mais d'autres l'ont incontestablement. On retrouve aussi, ce qui est extraordinaire, des champignons. Ce qui veut dire que vraisemblablement, ils avaient compris que les champignons pouvaient dans certains cas lutter contre une infection. Enfin bon, manifestement, ces cueilleuses initiales avaient des pouvoirs qu'elles utilisaient dans le clan et elles étaient les premières guérisseuses de l'histoire. Vous les avez appelées les sœurs d'Hippocrate, mais au fond, que dit l'illustre Hippocrate de la possibilité des femmes d'exercer la médecine? Il est un homme de son temps, hein, Hippocrate. C'est-à-dire qu'il pense que les femmes, c'est très bien pour pratiquer les accouchements, la maïotique qu'il aurait réservée. Mais pour le reste, bien entendu, il faut être un homme, et si possible, un homme qui descend du dieu Esculape. Les premières sœurs, la première des sœurs d'Hippocrate que vous rappelez à notre mémoire, c'est Agnodis d'Athènes, une femme qui, comme James Berry, des siècles plus tard, exercera la médecine en devenant garçon, enfin homme. Oui. Son destin était-il heureux? Mais je crois quand même, parce que d'abord, elle a eu le plus grand maître que l'on peut avoir en Antiquité. C'est un Hérophile qui était le grand médecin d'Alexandrie, et quand elle revient, toujours déguisée en homme, à Athènes, là encore, elle se spécialise dans les accouchements et dans la gynécologie. Et elle a un succès incroyable, incroyable. Toutes les femmes veulent se faire soigner par Agnodis, si bien que des médecins hommes jaloux, ça existait déjà à Athènes, décident de lui monter une cabale contre elle en disant que ce jeune homme allait séduire les femmes à leur domicile, et donc il demande qu'elle passe devant l'aréopage et devant les archontes.
Et c'était une accusation grave. Et cette accusation grave pouvait aller jusqu'à la peine de mort. Or, on voit, alors, et c'est là sur la faculté de médecine, au 45 rue des Saints-Pères, on voit un médaillon où la belle Agnodis, pour montrer finalement, se déshabille devant les archontes qui la regardent avec des yeux un peu et plus qu'étonnés en disant « Oui, je suis une femme, donc je ne peux pas avoir séduit vos femmes, messieurs les archontes. » Mais enfin bon, ils lui interdisent quand même de faire la médecine. Mais là, les Athéniennes sont formidables. Les Athéniennes, le lendemain, descendent sur l'agora et font ce qu'on appellerait aujourd'hui une manif. On veut Agnodis, on veut Agnodis. Si bien que les archontes sont obligés de rétablir Agnodis dans son rôle de médecin s'occupant des femmes. Et ça se passe quand même 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même une histoire formidable. Mais au fond, est-ce qu'il a été difficile pour vous de reconstituer l'histoire des femmes médecins? Parce que comme elles ont été exclues de la discipline, j'imagine qu'il n'y a pas abondance de sources. Il n'y a pas abondance de sources, mais quand même, évidemment, quand on creuse un peu, on en retrouve un certain nombre. On trouve, par exemple, une certaine maîtresse Hersande, qui était mire, comme on disait à l'époque, médecin et chirurgien de Saint-Louis, et qui l'accompagne à la croisade. On retrouve le procès d'une certaine Félicie, et cette Félicie, à Paris, était un médecin qui a été adulé de ses malades, et qui a été condamné par le Grand Châtelet, et ainsi de suite. On en retrouve quand même. Alors, il faut parfois faire un peu d'imagination. Quand on parle de la croisade, la croisade, il y a Joinville qui vous la raconte très bien, la croisade, et qui vous parle un peu de tout ce qui s'est passé. Donc, on peut très bien raconter une histoire pour la mettre un petit peu en exergue. Dans les années 1980, l'historienne des sciences Margaret Rossiter propose une nouvelle théorie qu'elle intitule l'effet Mathilda. On peut peut-être dans un premier temps rappeler de quoi il s'agit. Alors l'effet Mathilda, c'est un petit peu le pendant de ce qu'on appelle l'effet Mathieu pour les hommes. Oui. L'effet Mathieu pour les hommes, ça veut dire que ceux qui bénéficient finalement de la gloire d'une découverte ne sont pas toujours ceux qui véritablement l'ont faite. Et Margaret Rossiter appelle Mathilda en hommage à une grande féministe, et elle dit finalement pour les femmes c'est encore pire. Beaucoup de femmes ont été éliminées de leur découverte, ont été éliminées de grands prix par exemple, parce que elles étaient femmes tout simplement. Et pour illustrer cette théorie de l'effet Mathilda, vous prenez l'exemple de Trotula de Salerne qui s'est illustrée au XIe siècle de notre ère. Absolument. De quelle façon elle a été spoliée? Eh bien, Trotula, c'est une femme d'exception. D'abord, moi je suis amoureux d'elle, c'est une femme merveilleuse. Elle est très belle, elle est très intelligente, elle devient sapientissima, c'est-à-dire celle qui sans doute a gouverné l'école de Salerne. Là encore, c'est une grande gynécologue, elle est chirurgien, elle fait de nombreuses opérations, et elle écrit. Et elle écrit très bien en latin, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de femmes à l'époque. Elle écrit parfaitement, et ses livres de médecine vont être les supports de l'enseignement pendant tout le Moyen-Âge. Mais à tel point que tout le temps, on a dit, mais Trotula, elle n'a pas existé, c'est une petite sage-femme. Elle n'a pas pu opérer, une femme ne peut pas opérer comme ça. Elle ne pouvait pas écrire des livres tels, son latin est beaucoup trop bon pour une femme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si bien que certains même ont dit, et encore au XXe siècle, même XXIe siècle, certains ont dit, mais elle n'a même pas existé. Heureusement, quelques historiens, dont la grande historienne Monica Green, américaine, a rétabli les choses. Mais si elle a existé, d'ailleurs, voici les preuves, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça va très loin, ça va très loin. Mathilda. Voilà. Un saut dans le temps pour revenir à nos jours et conclure. En 2020, d'après l'Ordre des médecins, 44% des médecins en France étaient des femmes. Si les femmes accèdent aujourd'hui bien plus facilement aux études de médecine et à son exercice, est-ce qu'il y a des inégalités qui demeurent ? Alors, il existe encore des inégalités, mais elles sont en train de s'estomper, voire disparaître. Pourquoi ? Vous savez, la médecine, c'est comme beaucoup de métiers. Et c'est une question de pouvoir, là encore. Alors, les femmes sont entrées en médecine, finalement, après la Seconde Guerre mondiale, et puis progressivement. Et là, maintenant, un certain nombre de femmes ont pris des positions de pouvoir, chefs de service, membres de l'académie, et ainsi de suite. Donc, elles vont créer, en quelque sorte, les filières pour que d'autres femmes puissent accéder à ces postes, en quelque sorte, de commandement dans la médecine universitaire et dans la médecine tout court, pour tout dire. Vous l'avez rappelé, professeur, Hippocrate disait que les femmes ne devaient s'occuper que des accouchements et que seule la maïeutique était leur domaine de prédilection. Dans quel champ de la médecine les femmes sont-elles aujourd'hui sous-représentées, et à l'inverse, quelles sont les spécialités dans lesquelles elles sont les principales représentantes ?
Elles sont représentées absolument partout maintenant, absolument partout. Et je prends comme exemple, pour terminer mon livre, le cas du professeur Francine Leca, qui est chef de service de chirurgie cardiaque et donc qui a fait une carrière qui était, quand elle a commencé, réservée aux hommes. Aucune femme n'allait aller dans ce milieu machiste qui est le monde des chirurgiens cardiaques. Je le connais bien puisque c'était ma spécialité. Donc, Francine a fait une carrière magnifique et finalement, elle ne se plaint pas de la façon dont les autres médecins et chirurgiens de l'époque l'ont traitée. Elle dit non, ils m'ont toujours parfaitement accepté sans aucun problème. Merci beaucoup Jean-Noël Fabiani-Salmon de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du Dr James Berry, la première femme médecin sous des habits d'homme. Je rappelle votre livre « Les Sœurs d'Hippocrate », ces femmes qui ont fait l'histoire de la médecine et qui est paru aux éditions des Arènes. Merci à vous. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.